Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui va danser sur vos écrans. Délivrez-vous, c'est une idée, c'est un projet. Comment faire des 27 750 km² d'Haïti, 27 750 km² de lecteurs? Pourquoi faut-il des lecteurs et des lectrices dans ce pays? C'est parce que le livre est un outil à partir duquel on peut penser le bien commun. Le livre est un outil à partir duquel on peut fabriquer du vivre ensemble. On peut créer une sphère commune de citoyenneté. Et aussi du livre sur vos écrans et dans vos vies, parce que la lecture est une source intense de plaisir. Le plaisir de la page, le plaisir des sens. Et aujourd'hui, à cette émission, j'ai l'honneur de recevoir deux jeunes lectrices qui vont parler de leur lecture, de leur rapport avec le livre, et nous espérons vivement que cette initiative pourra inciter d'autres jeunes filles également à se mettre à la lecture. N'est-ce pas, Franck Etienne, qui aime beaucoup dire ça? La lecture, c'est probablement la seule manière de s'enrichir sans appauvrir quiconque. Qu'est-ce que c'est joliment dit. Nous allons quand même respecter le rubricage de l'émission. Voici pour commencer la rubrique temps poème. Allez-y, respirez. Étant donné que je reçois sur le plateau deux jeunes femmes, deux jeunes lectrices, je me suis dit pourquoi ne pas lire l'un des poèmes les plus remarquables de la littérature haïtienne, un poème qui dénonce la maltraitance des enfants, un poème qui dénonce le phénomène social honteux que nous avons chez nous qui s'appelle les reste-avec. Le poème a pour titre Nedje. Tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil, et que des blancs pervers gavaient d'anis et de whisky en ce dancing fumeux de Casablanca. Le soir coulait du sang par la fenêtre étroite, jusqu'au burnon des spahis affalés contre le bar et dessinait là-bas, au-dessus du désert proche, d'épiques visions de chocs et de poursuites, de revers et de gloire. Un soir sanglant, qui n'était qu'une minute de l'éternel soir sanglant de l'Afrique, et si triste que ta danse s'en imprégna, et me fit mal au cœur, comme ta chanson, comme ton regard plongé dans mon regard et mêlé à mon âme. Tes yeux étaient pleins de pays, de tant de pays qu'en te regardant, je voyais ressurgir à leur fauve lumière les faubourgs noirs de Londres, les bordels de Tripoli, Montmartre, Harlem, tous les faux paradis où les nègres dansent et chantent pour les autres. L'appel proche de ton Danakil mutilé, l'appel des mains noires fraternelles, apportait à ta danse d'amour une pureté de premier jour et la bourrait ton cœur de grands accents familiers. Tes frêles bras, élevés dans la fumée, voulaient étreindre des siècles d'orgueil et des kilomètres de paysages, tandis que tes pas sur la mosaïque cirée cherchaient les aspérités et les détours des routes de ton enfance. La fenêtre donnait sur l'est inapaisé. 100 fois ton cœur y passa, 100 fois la rose rouge brandie au bout de tes doigts fins orna le mirage des portes de ton village. Ta souffrance et ta nostalgie étaient connues de tous les débauchés, les marins en manœuvre, les soldats en congé, les touristes désœuvrés qui ont broyé ta poitrine brune de tous leurs vastes ennuis de voyageurs. Les missionnaires et la foule lâche ont parfois essayé de te consoler, mais toi seul sais, petite fille du Danakil, perdue au dancing fumeux de Casablanca, que ton cœur se rouvrira au bonheur. Lorsqu'aux aurores nouvelles, baignant le désert natal, tu retourneras danser
pour tes héros morts, pour tes héros vivants, pour tes héros à naître. Chacun de tes pas, tes gestes, tes regards, ta chanson diront au soleil que ta terre t'appartient. Roussan Camille, Assaut à la nuit, recueil de poèmes illustres que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs. Place maintenant à la première de mes invités. Madame ou mademoiselle, allez savoir, vient tout juste d'avoir son deuxième baccalauréat. Elle est en train de se préparer à la hâte pour accéder à des études supérieures. Et surtout, madame est, me dit-on, une fan de vous, c'est-à-dire une lectrice confirmée. Mesdames et messieurs, je reçois tout de suite pour ouvrir le bal, mademoiselle Raphaëla. À tout de suite, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment la grande habitude de vous dire ça. Ça n'existe pas un individu n'aimant pas lire. Pourquoi? C'est parce que la lecture est source de plaisir. Bon, vous pouvez tomber sur des livres qui ne vous plaisent pas, des livres qui ne vous parlent pas. Mais ça n'existe pas un être humain qui n'aime pas lire, tout simplement parce que ça n'existe pas un être humain qui n'aime pas prendre son pied, qui n'aime pas s'amuser. Et la lecture sert d'abord à ça. C'est un loisir pour l'esprit. Je reçois mademoiselle Raphaëla, qui justement fait de la lecture l'un de ses principaux loisirs. Mademoiselle Raphaëla, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, Monsieur Nier. Je suis très contente de participer à l'émission Délivrez-vous. Et je pense que ça serait l'un des meilleurs moments de ma vie. Absolument. Je dois remercier un collaborateur ici, Fekir, qu'il s'appelle, qui est caméraman, qui a la tête chauve, mais bon, tu sais, il se rase tout le temps le crâne pour tromper tout le monde. Mais on a vu la blague, Fekir, tu es chauve. Et je remercie aussi son épouse, qui est professeure, qui a établi le lien pour que tu puisses participer à l'émission. Mais déjà, tu regardes cette émission. Pourquoi il y a plein de choses à la télévision que tu pourrais regarder? Pourquoi tu passes ton temps à regarder un vieux monsieur qui fait 1m60, qui parle de livres à la télé? 1m60, mais... 62 au fait. 1m62, mais peut-être 2 mètres en esprit. Et avec ce qu'il dit, peut-être peut mesurer 3 mètres ou 4 mètres, pourquoi pas 1000 mètres. Ah ouais, quand même. Ouais, t'es quand même excellente dans les jeux de mots pour entrer dans les émissions. C'est une qualité, on appelle ça avoir de la répartie. Tu sais faire de la conversation. Est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marqué et qui t'a porté sur cette voie d'excellence sur laquelle tu es? Pour un professeur, j'en dirais qu'il y en a plusieurs. Comme mon prof de littérature qui me conseillait toujours de lire. Puis, mon professeur de philosophie. Il s'appelle comment ces deux-là? Peut-être que je les connais, ces messieurs. Monsieur Florent pour la littérature, puis Monsieur Toussaint pour la philosophie. Ouais. Dans les deux tons, vraiment toujours incité à lire, ils étaient... Oui, et sans oublier mon directeur pédagogique, Monsieur Claudie Janis. Ouais, Monsieur Claudie aussi, il était aussi sur la balle. Mais on doit remercier ces messieurs qui ont grandement contribué à ce que tu deviennes une lectrice. Et tes parents, comment ils ont reçu cette psychologie de lectrice? Ils t'ont encouragé? Ils t'ont dit non, non, tu ne vas pas lire? Comment ça s'est passé? Ils m'encouragent dans tout ce que je fais de bon. Donc, ils savent que la lecture, c'est une bonne chose. Donc, ils m'encouragent à lire encore plus. Tu as ton deuxième baccalauréat en poche. Tu as 18 ans. Tu as quoi? La vie devant toi. C'est le titre d'un roman de Romain Gary, La vie devant soi. Dis-nous, le premier livre qui t'est resté coincé au fond de la gorge, c'était quel livre? Tu t'es dit, waouh, moi j'adore ça. C'était Gouverneur de la Rosée.
Gouverneur de la Rosée, ça t'a plu, tu avais quel âge à l'époque? J'avais 14 ans. 14 ans et tu lisais déjà. Est-ce qu'à 14 ans, le vocabulaire de Gouverneur de la Rosée t'était accessible? Est-ce que tu as aimé? Parce que honnêtement, je te fais une confidence à la télévision. À 14 ans, j'ai essayé. Moi, je n'ai pas aimé à 14 ans. Je me suis dit, ah, mais je comprends pas trop, c'est compliqué. Qu'est-ce qui t'a plu à 14 ans? Et ce qui m'a plu à 14 ans dans l'histoire, c'était le dévouement qu'avait Manuel pour apporter de l'eau, pour le dévouement en soi. Le fait qu'il fasse don de lui-même à une communauté. Et deuxièmement, j'ai aimé, il s'est sacrifié pour que son peuple, ou bien les habitants de son village puissent avoir de l'eau. Donc, c'était génial ça. Tu as lu ça de toi-même, tu as pris la décision de lire ou c'était une recommandation d'un professeur? J'ai pris la décision de lire. Ouais, pourquoi? Parce qu'autour de toi, on en a parlé, tout le monde disait c'est le livre haïtien à lire. Oui. On m'a fait conseiller et puis j'avais lu un extrait dans un livre de lecture expliqué. Je voyais que c'était trop beau et puis j'ai dit pourquoi pas le lire. Ouais. Est-ce que pour toi, Gouverneur de la Rosée, c'est signe que les Haïtiens peuvent se mettre ensemble, comme ceci a été fait dans le roman, pour créer une société plus juste, plus égalitaire pour tout le monde? Je dirais oui, parce que nous avons notre devise qui est l'union fait la force. Je pense que si tous les Haïtiens se mettent ensemble pour changer, je pense que ça vraiment, ça va changer. Mais s'ils ont le dévouement comme Manuel, s'ils ont aussi une conscience et s'ils ont encore l'union. Ouais. Au fait, c'est quand même pas mal ce qui se passe aussi. Alors que tu me parles, l'un des caméramans n'arrête pas de me dire d'arranger mon ventre, mais il ne se rend pas compte que c'est du ventre que j'ai, c'est pas de sa faute. C'est une parenthèse. Il faut quand même toujours rigoler, parce que je pense que la lecture aussi, ça sert à ça, à faire rigoler les gens. Est-ce qu'un livre t'a déjà arraché un fou rire? Ou t'as vraiment rigolé, t'as aimé un passage, tu te dis, ouais, c'est drôle ça? Oui. C'était Jacques Roumain ou c'était un autre écrivain? Justin Lérisson. Justin Lérisson. Justin Lérisson, une petite voix me dit que c'était une recommandation de lecture du prof de littérature en réto, ou pas du tout? Oui. C'est dans le programme, hein. Je suis un ancien prof de littérature. Alors, quand tu es rentré dans l'œuvre de Justin Lérisson, qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué? Pourquoi tu fais plus de fidélité à Justin Lérisson qu'à Frédéric Masselin, par exemple? Et ou à Fernand Hibert? Pourquoi tu as choisi lui et non ces autres messieurs qui étaient un peu de la même génération que lui? Parce que Justin Lérisson, lui-même, il a marqué l'histoire. Je voulais en savoir plus de lui. Non seulement il a été l'un des grands fondateurs de la littérature, lui aussi, il a écrit l'hymne national. Donc, je voulais savoir plus sur ses œuvres, de ce qu'il parlait dans les livres, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de Zoun chez Sanenen? Quelle est ton appréciation de ce roman, qui est par ailleurs un classique de la littérature haïtienne? Ce que je pense de Zoun, c'est lorsque c'était encore un extrait que j'avais trouvé dans un livre, je pensais que c'était les mêmes choses. Comme on dit Zoun chez Sanenen, je pensais que c'était encore les gâteries des enfants haïtiens, tout ça. Mais après, lorsqu'on m'avait expliqué, puis le fameux personnage Kadejak, connu sous le nom de tous les Haïtiens, Kadejak, donc j'ai dit que je vais m'aventurer dans ce livre pour le lire. Et à mon grand étonnement, j'en ai tiré beaucoup de choses. Je pense que je n'ai pas lu le livre pour le lire, pour me faire plaisir, mais j'ai lu ça pour en tirer beaucoup plus. Comme la domesticité des Haïtiens, puis aussi la violence sur les femmes, sur les enfants, etc. Mais déjà, on va commencer par la domesticité. Et qu'est-ce que ce livre t'a appris sur la domesticité? En quoi ce livre a changé ton regard sur le fait qu'en Haïti, il y ait des restes avec, genre des esclaves, tout carrément? La plupart des Haïtiens, lorsqu'ils vont en province, ils ont toujours besoin d'un enfant ou d'une enfant pour leur rendre des petits services. Les parents de ces enfants, en confiant
leur fils ou leur fille. À certaines personnes qui ont un moyen économique plus élevé, ils pensent que ces enfants-là ont une vie plus favorable ou améliorée que celle qu'ils avaient à la campagne. Mais pourtant, dans certains cas, c'est le contraire. Et puis, ces mêmes personnes qui ont peut-être affirmé ou confirmé à leurs parents en disant que ça va aller mieux, tout ça. Et pourtant, arriver à Port-au-Prince, c'est le contraire. Ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parfois, ils ne mangent pas trop ou bien ils ne mangent pas souvent. Mais moi, ce que j'ai tiré, c'est que tous les enfants ont le même droit. Le droit à la santé, le droit à l'éducation et même le droit à l'expression. Absolument. Ce que beaucoup de parents, malheureusement en Haïti, ne respectent pas, les enfants n'ont pas toujours le droit de s'exprimer, les enfants n'ont pas voix au chapitre, comme on dit. Comment tu peux parler aux parents qui te regardent là maintenant, qui soit on les reste avec chez eux, ou soit maltraitent leurs enfants? Je dirais que un enfant reste avec et votre enfant, ce sont des humains aussi. Ils ont le même droit. Que ton enfant aille à l'école, eux aussi, ils ont le droit d'aller à l'école. Ils ont le droit d'apprendre, de s'instruire, de s'éduquer. Donc, priver l'enfant de l'école, c'est mettre quelqu'un de mauvais dans la société. Parce qu'en grandissant, il va avoir d'autres pensées et peut-être des pensées malsaines. Ils peuvent aussi devenir des gangsters, des bandits, etc. Et la haine retournera contre vous. Ouais, c'est ça le drame. Si on ne forme pas les enfants aujourd'hui, c'est eux qui vont devenir les délinquants de demain. Un obstacle pour vous. Absolument. Et ces enfants-là vont retourner cette violence subie petit, vont retourner ça aux, on va pas dire aux parents, mais aux tuteurs qui sont dans la ville. Mais qu'est-ce que tu penses également de la langue de Justin Lérisson? Sa langue a une particularité. Sa langue n'est pas comme celle de ses congénères de l'époque. C'est comme un mélange entre le français, et le créole. Hein. Lui, il fait ça avec tellement d'aisance, tellement de plaisir. C'est ce qui m'a plu dans ça? le livre. Et c'est le mélange entre le créole et le français. Est-ce qu'il y a un passage qui t'a un peu plus marqué et que tu aimerais peut-être lire un petit extrait? Comme ça, les gens qui te regardent vont, tu vois, faire un plongeon un peu dans la plume de Justin Lérisson. Oui, c'est le dernier chapitre. Ah ben voilà, la caméra est à toi. Après cette double scène, Madame Boyotte prit la décision de ne plus garder Zoun chez elle. Elle fut d'autant plus obligée d'en arriver là, qu'elle ait dans la soirée même d'autres preuves de la précoce dépravation de sa filleule. Elle trouva en effet, en fouillant dans la boîte où celle-ci mettait ses ordres, 2 sacs dont l'un contenait des d'Haïti et l'autre des doublons espagnols. Cette découverte la stupéfia. Pour reprendre ses sens, elle se fit servir tout chaud un thé de feuilles saisies. Après quoi, elle se mit au lit. De toute la nuit, elle ne ferma pas les yeux. Le lendemain, vers les 8 heures du matin, la place du marché en haut fut le théâtre d'un scandale public sans précédent. Devant la boutique de Madame Boyotte, une foule considérable de curieux s'était rassemblée. On a beau leur dire de circuler, on eut beau leur faire la menace de les arroser avec des bouquets d'eau, ils restèrent inébranlables et ripostèrent avec impertinence. Les uns disaient « Larry, c'est pour l'État », les autres « Galerie, c'est pour l'État ». Les plus petits de la bande, sous leur chemise débraillée, ajoutaient aussi leur voix à cette revendication de privilèges populaciers. Ils fringuaient, ils piaillaient, et de leurs aigres crieries éclataient des aménités comme celle-ci. Seyons des wabdinoula. Cette tourbe ne voulait donc point désemparer. Pensez donc. Quel meilleur divertissement offert à sa curiosité, l'expulsion d'une domestique pour bousinderie. Madame Boyotte crut prudent de précipiter le dénouement
Elle fut au reste encouragée en cela par ses voisins qui lui firent comprendre qu'un pareil attroupement était de nature à mettre leur boutique à la merci des filous et à les exposer elles-mêmes aux insolences de va-nu-pieds et des femmes ordinaires. Elle se rendit si bien à ces raisons que, saisissant Zoun par le bras, elle essaya de la mettre dehors. Sorti, mademoiselle, sorti, grand monde. La jeune fille laissa tomber le paquet de linge qu'elle avait sous l'aisselle, et les deux pieds, comme vissés au parquet, elle tira sa ninaine de son côté. L'indignation centuplant les forces de celle-ci, la honte augmentait prodigieusement la résistance de celle-là. Elle restait aussi 5 minutes à s'attirer sur place, dans un rapide mouvement foulant et refoulant. Cette lutte provoqua à un moment donné, au milieu d'un énorme grouillement dans la rue, un éclat de rire homérique, un brouhaha indescriptible fait de glapissements et de miaulements, de chocs de cuits, de fer blanc et de marmite. Sorti par sorti, la guélie par la guélie. Ah, c'est un passage assez poignant. Mais ce que j'aimerais voir avec toi aussi, Raphaëlla, là, Justin Lérisson, il dénonce pardon, quelques travers de la société haïtienne. D'abord, il dénonce le phénomène de reste avec, donc l'esclavage des enfants en Haïti. Et malheureusement, au moment où toi et moi nous parlons sur ce plateau, il y a des gens en Haïti qui ont des restes avec chez eux, c'est-à-dire des enfants qui sont maltraités et qui servent à accomplir les tâches ménagères, ce que nous devons, toi et moi, condamner. Mais il dénonce également beaucoup d'hommes haïtiens qui abusent sexuellement de ces enfants qui sont restés avec. Et là, c'est grave. Quand tu es jeune et que tu es exposé à ça, comment tu apprécies ça? Qu'est-ce que tu aimerais dire à beaucoup d'hommes qui abusent de beaucoup de jeunes femmes qui sont logées chez eux, soit comme restent avec ou comme femmes de ménage, hein? L'abus est à tous les niveaux. Et je dirais à ces hommes que les femmes sont faites pour être aimées, pour être traitées avec soin. Donc, et aussi, la violence, ça ne va résoudre absolument rien. Parce que la violence, ça crée que des ennuis, des troubles, tout ça. Violer une femme ou peut-être l'abuser sexuellement pourra avoir des répercussions. Parce que la société haïtienne, quand elles entendent qu'une femme vient de se faire violer, elle n'arrête pas de la nuer ou bien de l'exclure de la société. Ouais, elle est stigmatisée. Exactement. Et pourtant, ces femmes-là, après avoir entendu ces genres d'ennuis, ils peuvent aller pratiquer la suicide. Alors. Et aussi, elles n'auront plus goût à la vie. C'est ce que je peux dire. Donc, si vous la violez, peut-être qu'elle va changer de personne, sans doute, parce que c'est un mal. Peut-être aussi qu'il va se venger de vous, contre vous. Ça, c'est très possible. Et qu'est-ce que tu penses maintenant de la femme du colonel qui, au lieu de traiter ça avec son mari, a décidé d'exclure, de chasser Manu Militarisme? Je pense que Mme Boyot a agi sur le coup de la jalousie et de l'émotion. Le coup de la jalousie, c'est parce qu'il aimait aveuglement M. Kadejak. Et aussi, l'émotion, c'est qu'elle ne s'attendait pas à une situation pareille de la part de M. Kadejak. Soit elle avait trop de confiance en lui, ou bien n'importe quelle chose. Maintenant, de manière beaucoup plus, on va dire, symbolique, est-ce que tu penses que la littérature doit servir à ça, à dénoncer les dysfonctionnements de la société? Il n'y a pas de peuple sans littérature, parce que la littérature, ça nous fait revivre, ça dépeint les mœurs, les mœurs de la société, leur culture, etc. Je pense que oui, si nous voulons avoir une bonne littérature, je pense que la littérature, lui aussi, devra exclure toutes les choses mauvaises, telles que la domesticité, le viol, etc. Et ça, c'est ce que beaucoup de jeunes qui regardent cette émission doivent comprendre.
quand un jeune lit, il est équipé intellectuellement pour mieux apprécier ce qui se passe dans sa société. Là, tu nous as parlé de Jacques Roumet déjà pour commencer, de Gouverneur de la Rosée, qui est le roman haïtien par excellence qui fait l'apologie du principe d'unité pour fabriquer du bien commun. Et là, nous sommes dans Justin Lérisson où il faut dénoncer une société haïtienne qui soit rentre dans un phénomène de reste avec, ce qui est, comment te dire, une copie du système esclavagiste et avec les abus divers et variés dont ces enfants restent avec sont victimes. Maintenant, il y a un autre livre qui t'a marqué particulièrement dans ta vie de jeune lectrice. Oui, Dis-moi. c'était Bridge and Blues. Bridge and Blues, ça c'est Kathleen Marks. Hein? Kathleen Marks a beaucoup de succès auprès des ados en effet. Une petite question, à ton avis, qu'est-ce qui fait le succès de Kathleen Marks auprès des adolescents et des adolescentes? Ce sont les livres qu'elle écrit, parce que le livre est bourré de fantasmes et qui révèle ou bien qui élève la curiosité des jeunes. Absolument. Il y a une jeune femme de 18 ans qui te regarde là maintenant, qui n'a jamais ouvert Bridge and Blues. Dis-lui de quoi ça parle. Invite cette jeune femme de 18 ans à lire Bridge and Blues. De quoi ça parle? C'était pour moi une histoire drôle aussi, une très belle histoire qui parle d'environ de plusieurs jeunes qui étaient en Haïti et qui étaient aussi en relation. Oui, c'est ce que je me parce que je l'avais lu il y a longtemps. Et puis, ils se sont rencontrés. Tout ça. Ouais. Déjà, le titre du livre, hein, Bridge and Blues. Bridge and Blues. Ouais. Mais si quelqu'un souhaiterait le lire, Ouais. c'est un très beau livre. Mais Kathleen Marks, vraiment, je tiens à la recommander vivement auprès des jeunes publics. Elle a aussi écrit L'heure hybride que moi j'ai particulièrement adoré. Avec Ma muse est un homme. Ma muse est un homme. Est-ce que c'est. Non, ça c'est. Kathleen Pierre Mars. Non, ça c'est pas Kathleen Marks, ça c'est. Comment elle s'appelle, Ma muse est un homme? Ange Béliandou, qu'elle s'appelle. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont lu ça, Ma muse est un homme. Moi, je me suis dit, bon, moi, ma muse n'est pas un homme. Ma muse est plutôt une femme. Ouais, absolument. Je me suis dit, je vais laisser cette lecture à d'autres jeunes femmes. Et je pense que Ange Béliandou, qui est une amie que je salue, je pense qu'elle avait en tête un public féminin, jeune, qui serait intéressé par ce genre de lecture. On est un peu sur la fin de notre entretien, Raphaëla. Mais j'en reviens encore à cette même rengaine, à cette même approche. Il y a d'autres jeunes qui viennent de tomber là, comme ça, sur toi à la télévision, qui parlent de livres, qui n'aiment pas lire. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune homme, un jeune Bridgen, bad boy, je ne sais plus, plec, mauvais garçon, yeah, ou à une jeune fille qui aime bien danser? Mais j'aime bien danser aussi, ce n'est pas un drame de danser. Mais on ne peut pas dans la vie que danser, il faut aussi se former derrière. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui ne pensent qu'à faire la fête ou qui se laissent avaler par la réalité actuelle du pays? Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment en Haïti. Ces jeunes-là se laissent avaler par ce pays et refusent de se former, de s'ouvrir à la lecture. Quel conseil tu donnerais aux jeunes de ta génération qui te regardent? Merci pour la question. Et la lecture, en guise d'être, on prend plaisir là-dedans. Mais aussi la lecture, elle nous aide à nous former, à appréhender de nouveaux vocabulaires, de nouvelles choses. En guise et en plus, c'est que la lecture nous aide à développer notre esprit. Elle nous aide aussi à forger l'esprit critique aux idées et aux idéologies avec la confrontation d'idées contradictoires. Oui. Et en plus, l'importance de la lecture dans votre vie, si vous voulez lire, elle nous aide à comprendre mieux, à comprendre plus vite et aussi à avoir l'esprit ou bien les idées plus complexes. Absolument, Raphaëla. Et tu sais, toi, tu vas rentrer à l'université là très bientôt. Après l'université, j'imagine que ton projet sera d'avoir un emploi. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui ne font pas le lien entre le fait d'avoir un emploi et d'avoir de bonnes habitudes de lecture. En quoi penses-tu, toi, dans ta vie personnelle, que tes habitudes de lecture peuvent t'aider à trouver un emploi à l'avenir? Et à vrai dire,
La lecture m'aide beaucoup. Elle m'aide, comme je viens de le dire, elle m'aide à mieux m'exprimer. Déjà, comme diplomate, tu veux être diplomate, ça va beaucoup t'aider. Hein? Oui. Comme diplomate, tu prendras la parole sur la tribune des Nations Unies, à l'UNESCO ou à l'OMPI au nom d'Haïti. Donc, lire peut te donner comme qualité la fluidité langagière. C'est déjà une bonne qualité. Oui. Deuxième qualité que ça peut te donner à toi pour que tu puisses avoir un bon travail à l'avenir. Elle m'aidera aussi à ne pas être muette lorsque je serai devant les personnes qui vont m'employer. Absolument, tu pourras passer avec aisance un entretien d'embauche. Et il y a une qualité extrême que la lecture seule pourra te donner, c'est la capacité de problématiser. Tu as appris ça en philo avec ton prof de philosophie. La problématique. Voilà comment, dans la vie, nous sommes tenus de problématiser. Et c'est en lisant ces messieurs qui sont là avec nous que tu auras les ressources intellectuelles nécessaires pour pouvoir problématiser. Donc, tu rentres à la fac quand ton concours, là, tu le prépares, c'est ça? Oui. Tu le prépares avec beaucoup de stress ou ça va? T'es zen, t'es dans la zénitude, la zen attitude. Ouais, des zen attitudes, quoi. Tu comptes lire quoi prochainement? Prochainement, je compte lire encore une fois L'ombre animale. L'ombre animale, ouais. Oui. Et je voudrais aussi lire Réflexions diverses sur Haïti. Ouais, ça te fait de très bons projets de lecture. Hein. Moi, je profite de l'occasion pour te recommander un roman que j'adore beaucoup qui s'appelle L'étranger, Albert Camus. Ok. C'est magnifique, ça va te couper le souffle. J'ai entendu parler. Ah, c'est magnifique. Raphaëlla, merci d'être passé sur mon plateau. Merci à vous de m'avoir. Ce fut tout un plaisir. Hein. Mesdames et messieurs, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour lire. Hein. La lecture, c'est un visa pour la lumière. C'est le titre d'un livre de Franck Etienne. Hein. C'est un visa pour la lumière. Et mademoiselle Raphaëlla, qui est au matin de sa vie, qui prépare toute sa carrière, elle a pris son visa pour la lumière. Je vais maintenant recevoir ma deuxième invitée, mademoiselle Alissa. Allez-y, mesdames et messieurs, vous respirez, vous êtes sur la bonne fréquence. Emmanuel, notre caméraman, a la main droite dans sa poche, casquette rouge, élégant que lui. Tu meurs, gardons bonheur, place à Alissa. On va parler de livres, de plaisir du texte. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure pétante de l'émission Délivrez-vous, DLV, Gardons Bonheur. C'est une fête de l'esprit que nous mettons sur vos petits écrans. À l'émission du jour, j'ai donc le plaisir de donner parole à deux jeunes femmes, deux jeunes lectrices, deux jeunes universitaires, l'une en puissance, l'autre déjà installée dans ses bottes d'universitaire. Madame fait des études en gestion des entreprises hôtelières en espérant ne pas me tromper. Hein, ceci étant dit, je reçois maintenant mademoiselle Alissa. Alissa ou Ali pour les intimes, j'imagine. Bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Bonsoir, monsieur Néa, et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ouais, généralement, le monsieur Néa me donne un coup de vieux, mais je fais la route. Je fais la route avec. Hein, parce que bon, je prends de l'âge, n'est-ce pas? Et c'est Guito, caméraman, qui me disait tout à l'heure, ça fait 6 ans que l'émission existe. Et ça m'a permis de me rendre compte que je commence à prendre un coup de vieux. Donc j'imagine que l'année prochaine, on aura le réalisateur Alphonse sur sa canne, quoi. Parce qu'on est en train de vieillir. On est en train de vieillir. Mais on n'est pas là pour parler de vieillesse, Alissa. On est là pour parler de telle lecture. Tu as 19 ans, 18 ans, 15 ans? J'ai 20 ans. 20 ans, ah pas mal, hein. Et même la fameuse chanson « On n'a pas 20 ans deux fois hein? ».
Hein, c'est vrai, Feki a pu en témoigner, on n'a pas 20 ans, 2 fois. C'est plus la même chose. Est-ce que tu as souvenir du premier livre que tu as lu, Alissa? Non, je ne me rappelle pas du tout premier livre que j'ai lu. Ouais. Ça doit faire longtemps, je pense. Ben oui, tu étais genre, on va dire, est-ce que tu as toujours lu ou tu as commencé à lire à un moment dans ton développement scolaire, académique? J'ai toujours lu, je pense. Ouais. Déjà 5-6 ans, des histoires pour enfants, Oui. des bandes dessinées, etc. Exactement. Ouais. 5-6 ans. Est-ce que tu étais fan, bon les garçons surtout ont aimé ça quand tu étais ado, est-ce que tu étais fan de la revue Science et Vie Junior ou pas trop? Non? Ouais, c'était plus les garçons. Parce que moi, adolescent, j'ai beaucoup lu cette revue. Et je prends une parenthèse dans ton temps. Je recommande vivement la revue Science et Vie Junior aux jeunes adolescents qui nous regardent là maintenant. Et moi, petit garçon, j'ai adoré. Tu es fan de revue ou pas trop non plus? Pas trop. Ouais. Mais tu lis quoi en règle générale? Et pourquoi tu lis ces livres-là? Je lis un peu tout, mais généralement, je lis les romans. Ok. Quel roman t'aurait le plus marqué, Alissa? Je pense qu'il s'agit de 2 romans. Le premier, c'est bien 11 minutes, parce que 11 minutes a marqué la fin de mon adolescence. Ah, Et également, Il fallait venir un soir, ah. que j'ai beaucoup apprécié. Absolument. Mais comment? On va commencer déjà par Paulo Coelho, qui est un écrivain brésilien. C'est l'un des écrivains brésiliens les plus lus au monde, hein, quand même. Et il a écrit un autre classique, L'Alchimiste, là, hein, dans lequel livre il parle de cette théorie. Chacun doit inventer sa légende personnelle. Oui, hein, je me dit-il. rappelle avoir lu ce livre, mais je me souviens pratiquement de rien. Il fallait que je... Mais ça nous arrive à relise tous. Hein. nouveau. Ça nous arrive à tous. Moi, il y a des livres, en effet. Tu t'imagines, en 6 ans d'émission, j'ai reçu quelques auteurs. Si tu me demandes maintenant, il y a 5 ans, de quoi ça parlait, des fois, il y a un flop, quoi. Oui, Mais ces livres sont quand même en nous, tu sais. On les oublie, mais ces livres sont en nous. Oui. Maintenant, comment tu es tombé sur Paulo Coelho, qui est un écrivain brésilien? Toi, tu es en Haïti, à Port-au-Prince. Comment tu es tombé sur son œuvre? Je fréquentais souvent la bibliothèque Monique Calixte. Et un jour, je suis tombée sur 11 minutes et j'ai dit 11 minutes, quel titre? Et j'ai voulu lire ça. Mais ce jour-là, je n'avais pas pris ce livre parce que j'avais déjà emprunté 2 livres. Et le jour suivant, je suis revenue et j'ai emprunté 11 minutes. Ouais. J'ai un peu hésité parce que... Mais pourquoi le titre déjà t'a interpellé? À quoi t'as pensé? Sincèrement, honnêtement. 11 minutes, à quoi t'as pensé? Alissa, dis-nous. Non, mais pratiquement, je ne pensais à rien. Mais le Alissa, titre m'a tu n'es pas sincère. À interpellée. quoi t'as pensé? Tu vois 11 minutes Ah, rien du tout. sur la première de couverture d'un livre et tu le prends. Tu es à la fin de ton adolescence. À quoi t'as pensé? Le livre m'a tout simplement interpellée. Je n'ai pensé à rien de suspect, encore de coquin. Ok, j'ai maintenant, voulu quand lire tu es ça. rentré dans les 11 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu dans ce livre? Tout d'abord, j'ai un peu hésité parce que je ne voulais pas être déçue. Je voulais lire le livre, mais je voulais être satisfaite également. Et après avoir emprunté le livre, je crois que j'ai passé 3 jours sans même l'ouvrir. Ah, Et je me suis décidée, bon, je vais ouvrir le livre. Et quand je suis tombée sur ce livre, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. et qu'est-ce que tu as particulièrement adoré? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire? Alors, j'ai souvent l'habitude de dire à mes amis que j'ai une attention particulière pour la prostitution. Parce que dans une ancienne vie, j'ai eu l'impression que j'étais prostituée. Ben oui. Et elle me disait, Alissa, t'es folle, etc. C'est le plus vieux métier du monde, hein? Mais t'es folle, etc. Mais j'ai toujours eu une attention particulière pour la prostitution. Et quand j'ai vu que ça parlait justement de la prostitution, c'était très enrichissant et je me suis dit, bon, j'avais vraiment fait le bon choix. Oui, mais qu'est-ce qui, dans l'opération de prostitution, te plaît ou retient ton attention? Quelle place ça occupe dans ton univers mental? Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'étais à la fin de mon adolescence, je pense. J'avais 17 ans, je crois. J'avais 17 ans. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est
c'est la façon dont l'histoire est racontée de cette jeune femme qui, environ 1 ou 2 mois de cela, ne savait même pas qu'elle allait devenir prostituée. C'est déjà ça pour commencer. Oui. Et je n'arrivais même pas à vraiment capter à quel moment de la durée elle est passée de cette jeune fille ordinaire à une prostituée. Donc, est-ce qu'elle a fait le choix de devenir prostituée ou est-ce que les circonstances de la vie ont porté cette jeune femme à devenir prostituée? Ce sont les circonstances de la vie, mais je peux dire que c'était un choix. Consenti ou non, c'était un choix. Ouais. Mais quand la prostitution est un choix, c'est la personne qui décide que ça va être mon métier. Est-ce que tu trouves qu'il y a un problème? Non. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Ouais. Il y a même des pays, même en Allemagne, où les prostituées ont des cartes, ont des badges comme professionnels, et elles ont des obligations fiscales. Ouais, c'est un métier. C'est un métier, c'est reconnu. Un métier comme les autres. C'est comme le basketteur, il utilise ses bras, le footballeur ses pieds, Oui. le présentateur sa bouche. Donc, voilà, les gens vont comprendre. Donc, est-ce que c'est ça qui t'a... Parce qu'au fait, on est en train de voir qu'est-ce qui peut exciter ou porter un jeune ou une jeune personne à lire. Si déjà ça te plaît, ça prouve que dans les livres, les jeunes peuvent trouver plein d'éléments un petit peu coquins, entre guillemets, qui peuvent leur faire plaisir et les maintenir dans la lecture. Donc, c'est pas chiant de lire. Non, c'est pas du tout chiant. Non. C'est même très amusant de lire. Ouais. Donc, déjà, en fin d'adolescence, tu t'es dit, ouais, quand même, elle va devenir prostituée. Maintenant, comment elle a mené sa vie de prostituée? Et elle ne voulait pas ça au début. Elle voulait prendre soin d'elle, mais elle n'avait pas les moyens. Et c'était le seul métier disponible. Alors, elle a choisi. C'est quand même cynique. Hein? C'était le seul métier disponible. Donc, voilà. Elle a choisi de se prostituer. Mais à chaque fois, elle voulait prendre du recul. Elle voulait sortir de ce trou, mais elle n'arrivait pas. À chaque fois, elle n'arrivait pas à sortir. J'ai comme l'impression qu'il y a des décisions qu'on prend dans sa vie qui vont changer toute sa vie, je peux dire. Et il y a des phases de non-retour, je peux dire. Ouais, ouais. Et tu penses que la prostitution, dès lors qu'on rentre dans cet univers, on ne peut plus s'en sortir? On peut s'en sortir, mais c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Et Pourquoi? je pense C'est parce qu'on également vit que un c'est à un moment, à la fois un métier difficile et facile. Ouais, ouais. Facile. Ouais, on va essayer de décortiquer tout ça. En quoi c'est difficile déjà? C'est difficile parce que passer d'une jeune fille réservée, ordinaire, avec des principes et tout, à une prostituée, ça demande beaucoup de temps, ça demande également beaucoup de travail mental, parce qu'on ne va pas pouvoir accepter cela. Et c'est à ce niveau-là que je trouve ça difficile. Facile parce que, bon, c'est facile de coucher avec quelqu'un. C'est facile. Mais oui, peut-être. Elle était une prostituée de salon ou sur le trottoir carrément? On va quand même donner des pistes aux gens qui regardent l'émission, comme ça peut les intéresser à aller lire Paolo Coelho, à aller lire 11 minutes. Elle travaillait dans un bar, je crois. Et les clients venaient et la réclamaient à chaque fois. Ouais. Et quand tu me dis que c'était facile, dans le sens elle a qu'à coucher, elle se fait de l'argent. Oui, c'est un métier facile, ça. Ouais, c'est quand même pas mal de voir comment tout ce qu'on peut trouver dans un livre, comment ça peut être cocasse, comment ça peut être coquin et comment ça peut plaire. Maintenant, imagine si tes parents qui vont peut-être regarder cette émission se disent alors là, à 17 ans, c'est ce qu'elle lisait à la maison. Hein? Ouais, passons, Roger, viens voir ce qu'elle lisait. Hein? À ton avis, comment tes parents auraient compris? Et est-ce que tu penses, voici la vraie question, que les jeunes adolescents, les adolescents ont le droit de lire tous les livres qui peuvent les intéresser? Je ne pense pas. Il faut être prêt pour ça.
mentalement, à lire. On peut être intéressé par un livre et ne pas pouvoir le lire parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à s'aventurer et dans ce monde-là, le monde que le livre enferme, je peux dire. Mais est-ce que des fois, c'est pas bien de lire très jeune ces genres de bouquins pour que ça participe à élever l'âme du jeune ou de la jeune, à élargir ses horizons, à enrichir sa vision du monde? Je pense que oui, mais en Haïti, c'est un peu compliqué. Ouais. Un peu compliqué. Les parents surtout, ils ne veulent pas que les enfants lisent n'importe quoi, regardent n'importe quoi, donc c'est un peu compliqué. Je me rappelle quand j'étais en 7e année, je crois, ma mère avait confisqué 2 livres que j'avais empruntés à une amie. Et pourquoi elle a fait ça? 2 ans. Ah. Justement, je prévois de faire une émission sur la collection Harlequin, ça promet. Elle ne voulait pas que je les lise. Et je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, tu ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi. Ouais. Elle avait énuméré les raisons, mais ça ne tenait pas debout, les raisons qu'elle avait données. Alors, tu penses que la collection Harlequin, tu aurais pratiquement pu le lire, quoi? Si je n'avais pas lu ce genre de livre quand j'étais plus jeune, je ne pense pas que j'allais les lire maintenant. Ouais. Mais aussi, et Alissa, qu'est-ce que 11 minutes comme roman de Paulo Coelho, qu'est-ce que ça t'a donné comme compréhension de la prostitution? C'est-à-dire, nous sommes dans la différence entre Alissa avant la lecture de 11 minutes et le regard que tu avais sur la prostitution, et Alissa après la lecture de 11 minutes. Est-ce que tu avais la même compréhension de la prostitution ou est-ce qu'il y a eu une mutation dans ta compréhension de la chose? J'avais la même compréhension. Le pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une attention particulière pour la prostitution. Je me sentais attachée à ça. Et je faisais beaucoup de recherches et sur la prostitution. J'écrivais même des choses sur la prostitution à chaque fois. Mais qu'est-ce qui te plaisait comme ça? Je veux voir qu'est-ce qu'il y a de... C'est pas parce que ça me plaît. Tu voulais comprendre le phénomène? Je voulais comprendre le phénomène. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis attachée à ça. Ouais. Pas parce que ça me plaît ou encore que je trouve que c'est bien de se prostituer, Ouais. mais parce que je cherche à comprendre. Mais oui, c'est un fait de société, évidemment, qu'il faut chercher à comprendre ça. Moi, j'ai eu des questions aussi très jeunes sur la prostitution. Je me rappelle qu'une fois, mon père était venu me chercher à l'école et puis on passait sous la grande rue. Et puis j'ai vu les jeunes dames qui étaient là. Puis j'ai dit à mon papa, c'est qui cette jeune dame assise là? Mais honnêtement, je savais. J'avais quand même 13 ans, bien sûr que... à 13 ans, j'avais comme âge mental 19 ans, quoi, je savais. Mais pour taquiner mon papa, j'ai dit, papa, mais ces jeunes femmes font quoi sur le trottoir et tout? Là, mon papa me dit, ah, faut pas regarder ces individus, hein. Et c'est de jamais dodo. C'était ça son mot. J'ai dit, attends papa, elles ne dorment jamais? Mon papa me dit, non, t'as pas posé plus de questions, c'est jamais dodo. Au contraire, on va changer de trottoir. Mais moi, ce qui m'intriguait dans la prostitution, et beaucoup de romans ont fait état de la prostitution, c'est pourquoi un homme prend plaisir dans un acte auquel la femme également prend plaisir, pourquoi l'homme accepte de payer. J'ai jamais compris ça. Je me suis dit ça, mais si la femme, elle s'amuse aussi. Il y a Mackenzie Orsel a fait un roman sur la prostitution aussi. Les Immortels, les filles sur la Grande Rue. C'est un grand hommage aux prostituées de la Grande Rue. Un hommage. C'est un hommage à ces jeunes dames qui sont sur la Grande Rue, qu'on salue. On salue ces jeunes dames et toutes les jeunes dames qui sont dans ce métier. Et je me suis dit, pourquoi l'homme accepte de payer? Toi qui es un peu intrigué par le phénomène aussi, à ton avis, pourquoi un homme accepte de payer pour jouir des faveurs sexuelles d'une femme, alors que la femme aussi, en principe, prend plaisir dans l'opération, hein, pour parler télévision? Je pense que les prostituées sont des vendeuses de jouissance, des vendeuses de plaisir. Donc si elles vendent quelque chose, tu dois payer. C'est normal. Mais elle jouit aussi. Pour aller plus loin. Non mais Alissa, elle jouit aussi la prostituée, non? Je sais qu'elle jouit, mais pas tout le temps. C'est vrai, pas tout le temps, pas systématiquement. Oui.
Mais en principe, l'acte sexuel, c'est un territoire construit pour que deux personnes prennent leur pied. Moi, je pense qu'il y a des femmes qu'il y a des hommes qui rêvent de coucher avec telle ou telle femme. Mhm. Et la prostitution leur permet de réaliser ce rêve. Mais il y a des femmes qui pensent que les prostituées dégradent les femmes. Que penses-tu de ça? Bon, je ne suis Il y a pas des femmes qui sont très amères. Ah, une prostituée, ah, tu dégrades les femmes. Voilà quoi. Moi, je ne suis pas de cet avis parce que, comme je l'ai dit, la prostitution, c'est un métier comme les autres. Mhm. Et donc, il y a des femmes qui n'ont vraiment pas le choix. Vraiment pas le choix. Surtout les femmes haïtiennes qui viennent de loin, dans les milieux reculés du pays, à la recherche d'une vie meilleure. Et elles voient la prostitution comme le meilleur moyen d'y parvenir. Donc, je ne vois pas pourquoi les autres femmes disent ça. Hein, absolument. Hein. 11 minutes de Paulo Coelho, écrivain brésilien, 11 minutes sur la prostitution. J'imagine que ça va intéresser beaucoup de jeunes qui regardent maintenant l'émission. Alors, 11 minutes prostitution. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'autres jeunes femmes aussi qui vont trouver ça intriguant d'explorer ce milieu qui s'appelle la prostitution que tu nous recommandes. Deuxième livre, Alissa, qui t'a marqué, Il fallait venir un soir de Jean-Billy Mondésir. Et Jean-Billy Mondésir appartient à une génération de romanciers qui n'a pas encore 40 ans. Hein. Ils sont tous très jeunes. J'imagine que tu as côtoyé les œuvres des autres. Pourquoi Il fallait venir un soir est dans ton panthéon personnel? Il fallait venir un soir. Bon. J'ai pris ce livre au hasard. Bon, je voulais lire un livre et j'ai trouvé ça à la bibliothèque. J'ai pris ça. Et c'est la première fois de ma vie qu'un écrivain m'invite à venir chez lui pour me raconter son histoire. J'ai trouvé ça vraiment amusant. C'est la première fois. Et tu as aimé l'invitation et quelle était son histoire? Hein? Mais on dirait que il t'a invité chez lui un soir. J'ai raté l'invitation parce qu'il n'arrête pas de dire il fallait venir un soir. Donc je pense que je ne suis pas venue. Et je ne sais même pas pourquoi je n'y suis pas allée. Je voulais vraiment qu'il me raconte l'histoire. Mais c'est vrai qu'à chaque 5-10 pages, il revient avec la rengaine. Il fallait venir un soir. Et il a même ajouté je t'aurais tout raconté. Ouais. Mais tu sais ce qui me plaît dans le fait qu'on en parle là maintenant, c'est un livre et j'ai eu l'honneur de lire le manuscrit parce que Jean-Billy Mondésir est mon ami. Et alors que le livre était en chantier, tous les après-midi, il passait chez moi, on prenait un café ensemble. Il me disait je vais travailler. Et quand le livre a reçu ses dernières notes de sa part, nous étions mais vraiment dans le premier cercle à avoir lu ce livre et je me suis dit, ce livre aura un succès magnifique. Et Jean-Billy Mondésir est le deuxième invité que j'ai reçu à cette émission. Je ne savais même pas. Le monde est tout petit, hein? Ouais. Alors, déjà il t'a invité chez lui un soir, ça t'a plu? Oui. Après, bon, tu me dis avoir raté l'invitation, ça c'est autre chose. Mais il a pu quand même te raconter quelque chose dans le livre. Qu'est-ce qu'il t'a raconté dans ce livre quand même? Son impuissance en tant qu'homme. Ça t'a fait rigoler du coup qu'un homme écrive un livre pour raconter, entre guillemets, son impuissance sexuelle? Il aurait dû garder ça secret. Pourquoi écrire un livre et parler de son impuissance? Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la fiction? Je pense que c'est de la fiction. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'était beaucoup téméraire de sa part que de faire un livre sur l'impuissance masculine? Oui. C'est le premier livre que j'ai lu à ce sujet. Ouais. Mais il y a aussi un autre aspect important dans ce livre. Je ne sais pas si tu as constaté ce passage. Jean-Billy Mondésir dénonce aussi le pénis qu'il appelle le petit dictateur. Oui. Ouais, parce que très souvent, quand un homme est en relation avec une femme, eh bien, le pénis, comme petit dictateur, veut occuper toute la place. Il veut que toute la relation tourne autour de lui.
alors qu'il y a tellement de possibilités de vivre autre chose avec une femme que des choses ayant rapport à la pénétration, est-ce que Jean-Billy Mon Désir, dans ce roman, d'après toi, n'a pas dénoncé le fait qu'on résume la sexualité à la seule pénétration? Oui. Oui, il a dénoncé ça parce qu'il a parlé d'une aventure avec une certaine Douceline, je crois. Et il a dit qu'il avait fait connaissance avec la fille parce qu'elle habitait tout près de chez lui. Et il a charmé la fille, etc. Mais ça, c'est vrai, par contre. Je dis ça, vrai. C'est vrai. Il avait vraiment une voisine à côté de chez lui, à l'avenue N. Et tout. Mais la seule chose qui intéressait la fille, c'est la pénétration. Ouais, alors que lui, il était loin de tout ça. Mais toi, quand tu lis un livre, qu'est-ce qui te plaît? L'histoire qui est racontée ou la langue dans laquelle l'histoire est racontée? Les deux. Ouais. Les deux. Et autre chose. Mais je pense que la langue dans laquelle l'histoire est racontée est mieux. Parce qu'il y a des histoires intéressantes, mais la façon dont elles sont racontées nous désintéresse totalement. Absolument. Hein. Des fois, les gens ont une belle histoire, mais ils n'ont pas la langue. Hein. Et l'écrivain, c'est d'abord un dieu de la langue. Maintenant, quand tu vas lire un roman, tu cherches à lire des livres qui te confortent dans ta vision du monde ou des livres qui dérangent ta vision du monde? Moi, j'adore les livres qui dérangent ma vision du monde. Je ne veux pas d'un livre qui soit en accord avec moi totalement, mais je veux un livre qui me dépasse. Ouais. Et est-ce que toi, personnellement, tu t'imagines être en couple avec un homme comme le personnage créé par Jean-Billy Mon Désir, ce personnage dont il fallait venir en soi qui est impuissant sexuellement? Non. Alissa, tu vas tuer cette émission. J'adore la rapidité avec laquelle... Non, mec, non, D'Angelo, non, je ne serai pas en couple avec un mec impuissant. Non. Et si le mec discute avec toi tous les jours? D'avancer des arguments, c'est non. Mais s'il discute avec toi tous les jours, vous passez du bon temps, des films amis. drôles. On peut être amis. Vous allez vous promener et tout, mais dans la mer. Oui, on peut être amis. De très bons amis, oui. Mais pour toi, dès qu'il s'agit de rapport de couple, il faut savoir faire le métier, quoi. Il faut avoir du métier, comme on dit. Oui. Ce n'est pas parce que c'est l'essentiel et ce n'est pas parce que c'est la chose la plus importante, mais c'est quand même essentiel. Donc, tu ne t'imagines pas, voilà. Et c'est en cela que la lecture est une expérience jouissive, hein, où là, tu as pu découvrir un monde dans lequel un personnage masculin est impuissant. Il en parle, il dit « moi je suis impuissant », voilà. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Le pénis est un petit dictateur. Hein. Donc ça nous fait 2 livres que tu nous recommandes. Paolo Coelho, 11 minutes. Et il fallait venir en soir, Jean-Billy et Mon Désir, qui va peut-être regarder cette émission que je salue, qui travaille depuis maintenant 3-4 ans sur un prochain roman, qui tarde à venir. Hein. Allez, Billy, allez, tu vas nous accoucher ce nouveau roman. Il fallait venir un midi maintenant, j'imagine. Ou un matin. Ou un matin, hein, ou un matin peut-être. Hein. Maintenant, tu es à Quisqueya, je crois, pour la gestion des entreprises hôtelières. Ouais. Donc, tu fréquentes beaucoup de jeunes. Et la plupart de ces jeunes, il me semble, n'aiment pas lire. Le plaisir que tu prends là, dans 11 minutes, la prostitution, et il fallait venir un soir, l'impuissance sexuelle, ce plaisir que tu prends à rire, à rigoler dans la magie de la page, il y a tellement de jeunes qui ne profitent pas de ce plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui te regardent là maintenant, qui n'ont aucun rapport avec Madame Lecture? La majeure partie des jeunes que je côtoie n'aiment pas lire. Je me rappelle même l'an dernier, on avait un professeur de méthode de rédaction des travaux académiques, je crois. Il nous avait donné un livre à lire et ensuite faire le résumé du livre. Et la majeure partie des étudiants n'ont pas lu le livre. Un seul livre. Et ils n'ont pas lu ça. C'est une année académique. Ils n'ont pas lu ça. Ils ont préféré donner ça à des amis pour que
les amis puissent lire et leur raconter l'histoire. Ils n'ont pas lu ça. La majeure partie des étudiants. Il y a même des élèves qui, des fois, vont sur Internet et prennent des résumés. Oui. Carrément, moi, quand j'étais prof, je savais bien m'en rendre compte. Hein. Dès que le français était tout soutenu, les phrases bien organisées, une syntaxe décapante, je l'appelais, c'est quel site hein? Je connais mes élèves, je discute avec eux, je connais leur niveau. Hein? Quand j'entends le roulement de la phrase réussie, j'avais toujours des doutes. Hein? Donc, tu aimerais dire quoi à ces jeunes, Alissa, hein, qui font des infidélités à ce plaisir qui s'appelle la lecture? De la même manière qu'ils passent du temps à chatter ou encore à regarder des films, etc., ils peuvent aussi lire. Parce que le livre procure le même plaisir que le téléphone. Ouais. On s'amuse, on rigole et tout. Absolument. Et ce qu'il y a de plus intéressant avec le livre, c'est que le livre ne se décharge jamais. Absolument. Le téléphone peut se décharger, ça c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Hein? Ça, je l'avais jamais entendu avant. Le téléphone peut être déchargé, mais pas le livre. C'est vrai que c'est vraiment ce que les jeunes ignorent, c'est le plaisir qu'il y a. Il n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'un écrivain russe qui s'appelle Premier Amour. C'est un groupe d'amis, elle dit ça. Chacun raconte son premier amour. Et on dit à l'un d'entre eux, toi, quel est ton premier amour? Lui, il dit, bon, moi, les mecs, j'ai commencé directement par le second. On lui dit, mais comment? Il me dit, ah non, j'ai pas eu le temps, et pop, je suis passé directement au second. Mais ça m'a fait rigoler. Donc, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, Alissa, qui n'établissent pas un lien entre le fait de lire et de réussir sa vie professionnelle, d'avoir un emploi. Dis aux jeunes qui te regardent en quoi la lecture peut les aider à trouver un emploi en Haïti. Déjà, la lecture nous aide à peaufiner notre intelligence et également à aller au-delà de nos limites. Et ça, sur le marché du travail, c'est très recherché. Absolument, c'est extrêmement recherché. Quelqu'un qui regarde l'émission maintenant, qui est soit en sciences infirmières, soit en gestion, en comptabilité, etc., imaginez une réunion au cours de laquelle vous dites au DG ou au supérieur, vous faites référence à Paolo Coelho. Oui. Ça surprend, ça fait une valeur ajoutée. Oui. Ça fait vous comptez beaucoup plus que les autres qui ne lisent pas. Et celui qui lit, il a plus de facilité à parler, il a plus de charisme, il a plus d'aura, il peut briller en société. Et ce sont des qualités qui peuvent porter quelqu'un à trouver un emploi. Oui, je le pense aussi. Alissa, gestionnaire de ton état, merci d'être passé sur ce plateau, de nous avoir parlé de prostitution, de ton attrait pour la prostitution. Hein? Tu nous as aussi parlé. Mes parents vont me tuer. Tu nous as aussi parlé de ta haine pour les garçons impuissants. Comme quoi, la lecture c'est une fête d'essence. Merci beaucoup, Alissa. Je vous remercie également. J'ai été vraiment enchantée de pouvoir participer avec vous à l'émission. C'était une belle rencontre. Hein? Le temps pour nous maintenant, Alissa, de remercier le staff technique de la télé, Alphonse qui fait le boulot du réalisateur, Émilie qui fait le maquillage, et Guito qui est un fou furieux qui nous donne les meilleurs coups de caméra du monde, et sans oublier Emmanuel qui a la caméra qui est exactement braquée sur moi, c'est par lui là que je passe à l'écran. Notre ami Fekir qui est tout en bleu aujourd'hui, et Spencer qui fait des photos, ça nous fait une équipe. Greg Bull qui a une barbe de taliban qui est aussi dans l'équipe, ça nous fait une grosse équipe qui nous permet de proposer des livres chaque semaine à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices. J'aime beaucoup dire Gardons Bonheur, et si les gens m'appellent D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons Bonheur, il me faut un bouquin pour mon slogan. Dans le monde, il faut y avoir deux êtres, des livres et vous.